Nous allons à présent nous intéresser à l'apparition d'Internet dans la communication politique. Comment cette révolution s'est-elle déroulée et quel a été l'impact sur la communication politique? Internet est apparu dans la communication des hommes politiques dans les années 2000. Cette apparition peut se comprendre grâce au contexte politique de l'époque. Ce qui a facilité l'apparition d'Internet, c'est vraiment une incompréhension des citoyens face à la politique. Une véritable marée humaine de république à nation. Une vague qui dit non à Le Pen, plus de 400 000 personnes qui se retrouvent dans une ambiance bon enfant. Et cette incompréhension a provoqué des crises majeures dans la jeunesse. Une émeute avait éclaté après la mort, quelques heures plus tôt, de 2 adolescents de la commune. Un 3e est grièvement blessé, tous électrocutés dans ce transformateur électrique. Ils s'y étaient cachés pour éviter un contrôle de police. 2e nuit de violence à Clichy-sous-Bois. Pompiers, bâtiments publics et surtout policiers sont les principales cibles des émeutiers. Ainsi, les politiques doivent redonner confiance aux jeunes qui ont été déçus par les gouvernements de Raffarin et de Villepin. Et Internet est un très bon outil pour redynamiser les campagnes. Une des causes de cette révolution est la volonté de montrer l'aspect moderne du candidat. Les premiers partis sont conçus par des agences professionnelles, mais sont peu dynamiques. La stratégie est vue comme secondaire par les partis et vise à montrer l'aspect moderne du candidat. Il y a également une volonté d'effacer les crises passées. La connotation réparatrice de cet outil permet aux politiques de faire face au pessimisme du pays et à sa peur de l'avenir. Michel Alliot-Marie à la convention UMP proclame « Il faudra écouter et non pas entendre le malaise de notre jeunesse ». Le système du blog permet d'inverser la communication entre citoyens et hommes politiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons les différences qu'il y a entre le site, le blog et le forum. Le site est un espace virtuel purement informatif où il n'y a pas d'échange entre les différents individus qui le consultent. Le blog, lui, est un espace centré sur son rédacteur, le blogueur. Il y a un échange entre le blogueur et les visiteurs du blog. Le forum est un espace virtuel, lui aussi, un espace d'échange entre différents individus. Au début de l'apparition d'Internet, les ordinateurs n'étaient pas encore très utilisés et personne ne pensait qu'Internet trouverait sa place en politique. Par exemple, en 1996, lors d'une inauguration d'école d'ingénieurs, Chirac demande ce qu'est la souris d'ordinateur. L'apparition d'Internet en politique dans les années 2000 en France est inspirée de ce qu'ont déjà fait les hommes politiques en Amérique. Je pense que c'est venu aussi de ceux qui ont voulu s'inspirer aussi de ce qui se faisait aux États-Unis. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passaient, bien sûr, il y a eu de plus en plus d'internautes et c'était un moyen, surtout pour ceux qui étaient, j'allais dire, pas les favoris, les petits partis ou les candidats dans certaines configurations qui étaient un peu moins connus, de pouvoir communiquer avec très peu de moyens. C'est en 2005 que la blogosphère s'organise. Lorsque des individus échangent des informations ou des opinions à travers des blogs, on dit qu'ils constituent la blogosphère. Cela représente une communauté. En 2004, Alain Juppé est condamné pour l'affaire des emplois fictifs. Il s'exile alors au Canada et crée son propre blog. Ce blog lui permettra de garder le contact avec les citoyens français et sera un premier pas vers l'utilisation des sites internet et des blogs en politique. Juppé, je pense vraiment c'est celui qui l'a le mieux utilisé. À la fois stratégiquement c'était très intelligent et en même temps on a découvert quelqu'un, un homme qu'on connaissait d'une certaine façon et qui se révélait en racontant des choses qui étaient autour de sa vie. C'est en 2006 que les premiers réseaux sociaux voient le jour. Anne Hidalgo en dépeint un portrait très positif en 2007. Ce que permet Facebook, c'est sans doute d'apporter aussi une part de soi-même, de son engagement personnel, au-delà de mon engagement politique. Les hommes politiques ont donc le regard tourné vers l'avenir et donc vers les prochaines campagnes présidentielles. Pour mieux comprendre l'évolution de l'utilisation d'Internet en politique, nous allons faire une petite frise chronologique. En 2000, Internet apparaît et jusqu'à 2006, c'est le début de la révolution. En 2007, c'est l'élection présidentielle, où des candidats comme Ségolène Royal, avec son site Désir d'avenir, vont faire d'Internet un outil majeur de leur campagne.
En 2012, Internet s'émancipe et d'autres candidats reprendront l'outil pour leur campagne présidentielle. Les débats autour de la campagne présidentielle de 2007 s'organisent grâce à Internet. Deux candidats s'affrontent, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Voilà, c'est ici que ça se passe en fait. Vous avez une partie des 70 modérateurs synthétiseurs qui sont derrière le site Désir d'Avenir, la plateforme de débat participatif, et qui lisent ici tous les messages qui remontent. On en a 2500 par jour en ce moment. Au total, plus de 100 000 pages de questions-propositions et près de 3 millions de participants, tous débats confondus. Chacun peut contribuer directement sur le net. La candidate socialiste semble croire dur comme fer à l'effet participatif. C'est sur la parole des Français que nous réussirons à élever la France. Lors de la campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy crée un site internet qui se nomme sarkozy.fr. En plus de ce site internet se rajoutent 900 blogs militants qui permettent eux aussi de donner des informations aux citoyens. En 2012, les hommes politiques avaient envisagé assez tôt la place que prendrait Internet en politique. Le budget de communication de campagne consacré à Internet passe alors de 3% du budget total à 10%. Cependant, les sondages révéleront que seulement 4% des électeurs s'informent avec ces réseaux en 2012. Ils l'ont surnommé la ruche, la salle de campagne numérique au dernier étage du QG de François Hollande. Le but du nouveau site toushollande.fr, une machine à mobiliser qui allie web et terrain. Selon Arnaud Dacier, le responsable de la campagne politique de Nicolas Sarkozy en 2007, les grands changements qui auraient dû avoir lieu quant à Internet entre 2007 et 2012 n'ont pas eu lieu. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'aucun candidat n'ait véritablement gagné grâce au web. On remarque une bureaucratisation, une professionnalisation du web qui empêcherait la créativité. Ainsi, la communication ne s'exerce plus seulement du côté des politiques. Aujourd'hui, les citoyens peuvent eux aussi rentrer dans le débat et à leur manière faire avancer les choses. Il s'agit d'une généralisation de ce nouvel outil. Son émancipation est due à ses nombreux avantages. Premièrement, il est très simple d'utilisation. Il permet des interventions qui sont régulières et spontanées. Et en plus, il libère la prise d'écriture. Il y a alors un véritable lien qui est noué entre les élus et les électeurs. En effet, même si ce sont les hommes politiques qui cherchent tout d'abord à communiquer par Internet, ce sont les citoyens qui font avancer le débat politique grâce à cette plateforme. Ainsi, le web révèle un débat politique vivant. Est-ce que vous pensez qu'on peut donner son point de vue politique sous un ton humoristique ? Alors oui, je pense en effet. En tout cas, c'est ce que certains ont fait, comme le blog des jeunes de l'UMP, l'OMG, l'Observatoire des mensonges de la gauche, où ils dédramatisent les situations entre droite et gauche à travers ce blog destiné aux jeunes. Alors, des hommes politiques comme Copé soutiennent ce site et donc montrent ainsi qu'ils sont avec la jeunesse. Cependant, il ne faut pas confondre humour et politique, puisque la politique n'est pas quelque chose d'humoristique, mais quelque chose de sérieux. Pour superviser leur aspect moderne, les candidats font appel à des équipes de communication. Pour brancher, il faut s'en donner les moyens. Dominique Strauss-Kahn s'est donc entouré de Thomas, un as de l'Internet, et près de 5 heures par semaine, il se consacre à son blog. C'est le moyen de voir ce qu'effectivement une partie de la population, moi celle qui est susceptible d'intervenir sur un outil comme ça, ressent directement, sans intermédiaire, qui dit directement ce qu'elle pense. Selon Arnaud Dacier, c'est la première fois que nous pouvons réellement parler de vraie campagne. Entre les citoyens français et les hommes politiques, c'est la rupture. Nicolas Sarkozy l'a bien compris et accepte de se faire interroger par un youtubeur et blogueur, Loïc Lemeur. Sur l'internet justement, est-ce que c'est important? On a vu... Non mais c'est capital, c'est impossible de ne pas tenir compte de la révolution que représente le net. Oui, il y a 20 millions d'internautes en France. Et de surcroît, ce sont des gens, c'est encore beaucoup plus important parce que ce sont des gens qui viennent prendre leur information sur la toile et qui ont abandonné les autres médias. C'est-à-dire que la seule façon de leur parler, c'est de leur parler sur ce nouveau média. Moi, je veux convaincre que nos idées sont justes, qu'on a besoin de la participation des citoyens. Je vais les chercher là où ils sont. Et là où ils sont, c'est quoi? Sur le net. Qu'est-ce que le storytelling? Eh bien, c'est la manière de raconter un événement, tout comme un conte de fées.
Le but du candidat est alors de transformer sa vie en roman. Un lien s'exerce souvent entre héros et lecteurs, donc ici entre hommes politiques et citoyens. Un exemple marquant de cette utilisation du storytelling en politique est celui de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. En effet, en plus des nombreux discours utilisant cette technique, il y a également la formule « Moi, président, je serai un homme normal » qui permet une identification des électeurs. Parallèlement à François Hollande, le candidat qui utilise également très bien le storytelling, c'est Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2012. J'ai aimé la France sans le savoir. J'aimais le ciel sous lequel je vivais. J'aimais le son des mots. J'aimais des chansons. J'aimais des musiques. J'aimais des livres. Lorsqu'un individu poste une information en public, cette dernière peut être relayée de nombreuses fois jusqu'à ce qu'elle prenne d'importantes dimensions. Donc on peut prendre comme exemple la vidéo de Ségolène Royal où elle est filmée à son insu lors d'une conférence. Cette conférence est quelque peu agitée, elle n'a pas vraiment d'autorité puisqu'il y a beaucoup de personnes qui parlent durant la conférence, mais rien d'extrêmement choquant. Je pense que si on ne fait pas, pourquoi pas avec une nouvelle génération d'enseignants, si les jeunes nous ont acquis, on fait nos 17 heures de cours puis on s'en va. Il y a même eu un article paru dans Le Monde, et donc en fait cette vidéo a été vue près de 600 000 fois, moins d'un mois après sa publication sur Internet. L'utilisation d'Internet par les hommes politiques peut causer une perte de crédibilité. Le 5 septembre 2009, Brice Hortefeux, accompagné de Jean-François Copé, oublie qu'il est filmé et affirme à propos des Arabes. La vidéo sera ensuite diffusée sur le net, puis relayée avec le phénomène de chaîne. Cette utilisation révèle parfois un amateurisme de la démarche. En 2009, l'UMP publie sur son YouTube son lip dub. Il s'agit d'un clip promotionnel chanté. Il sera sujet de très nombreuses controverses et parodies. Malgré le fait qu'il met en scène des personnalités politiques de l'UMP, le clip n'est pas pris au sérieux par la population. Les politiques n'ont pas toujours conscience de l'impact que peut avoir leur action sur les réseaux sociaux. Ainsi, par exemple, lorsqu'en 2012, Valérie Trierweiler tweet qu'elle soutient l'opposant de Ségolène Royal, qui est l'ex-femme de François Hollande, cela va susciter une énorme polémique autour de ce tweet. Nous avons donc vu en quoi l'apparition d'Internet avait marqué la communication des hommes politiques. Cela nous invite à nous pencher sur un exemple d'actualité, la campagne présidentielle de 2017.